Je vous invite à... C'est bon? Ok. Bon, je la mets de côté, mais ça viendra quand ça... Voilà. Bonjour à tous. Est-ce que ça marche le micro? Non? On va attendre que la régie règle ça du coup. Ça marche? C'est bon, ça marche. Allô, allô? C'est bon. Bonjour à tous. Je vous invite à vous installer. Le colloque va bientôt débuter. Ouais, On attend les retardataires. Bienvenue à tous pour ce colloque consacré à l'environnement qui est organisé dans le cadre de la concertation sur le projet d'éolien en mer en zone centre-Manche. Donc, pour ma part, je suis Hugo Rosset, je serai en charge de l'animation de ce colloque. Donc, le programme est chargé, pas mal d'intervenants vont intervenir avec différentes thématiques qui seront abordées. Pour débuter la matinée, nous aurons un tour d'horizon, un état des lieux de la Manche, ses caractéristiques, les principaux usages. Une fois qu'on aura planté le décor, nous pourrons venir décrypter lors d'une première table ronde, finalement, quels sont les impacts des parcs éoliens, décrypter le vrai, le faux, les incertitudes, avec des thématiques qui seront abordées, notamment sur les courants, les sédiments, la corrosion des équipements des parcs éoliens, les mammifères marins, les oiseaux. Donc cette table ronde sera à cheval entre la matinée et l'après-midi. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez bien une pause déjeuner de 13 h à 14 h. Une troisième table ronde sera organisée donc, dans l'après-midi avec un thème en fait qui viendra un peu conclure ce colloque concernant les activités humaines, la multiplication des parcs éoliens, le changement climatique, pour savoir comment apprécier finalement le cumul des effets sur le milieu marin et quel finalement retour d'expérience on peut avoir du point de vue voilà, d'autres pays. Bon, sans plus attendre, je vous propose de donner la parole donc, au garant de la concertation, nommé par la Commission nationale du débat public, avant de donner la parole donc, à Damien Levallois, donc, qui représente l'État, qui est le porteur du projet du parc éolien en zone centre-Manche. Messieurs les garants, la parole est à vous. merci. Ben, juste quelques mots pour rappeler. Alors, normalement, il y a des diapositives qui sont à l'appui de notre discours. Juste très rapidement, parce que je pense qu'on, pour un certain nombre d'entre vous, il y a de l'écho. Commence à se connaître pour un certain nombre d'entre nous, donc nous sommes garants, c'est-à-dire que lorsque la Commission nationale du débat public a été saisie au mois de septembre de l'année dernière, d'un nouveau projet dans la zone Centre-Manche qui était issu elle-même du débat public sur le projet dit appel d'offres numéro 4. Donc la Commission nationale a décidé de l'organisation d'une concertation publique avec garant, c'est-à-dire que contrairement au débat public où une commission particulière est chargée d'organiser la consultation du public, dans le cas d'une concertation, c'est la maîtrise d'ouvrage, en l'occurrence les représentants de l'État, l'ADREAL pour l'essentiel, et puis RTE, qui sont chargés de l'organisation sous la supervision de garant qui vérifie que les grands principes de la concertation publique sont respectés. Donc nous sommes trois, nous ne sommes pas toujours tous les trois en réunion, en général nous arrangeons pour être au moins deux. Voilà, donc notre mission est vis-à-vis du maître d'ouvrage et du public de veiller à ce que les objectifs de la concertation publique soient bien respectés lors de cette concertation. Donc les objectifs, eh bien, c'est que le public soit associé pleinement à la décision sur l'investissement à venir, c'est-à-dire que les moyens lui soient donnés de s'informer sur ce dont il s'agit, que l'information soit complète et objective, facilement accessible,
qu'il puisse s'exprimer. Il y a différents moyens d'expression. Il y a la réunion publique comme aujourd'hui, mais il y a également des supports sur le site dévolu à la concertation. Il est possible aussi d'écrire à la maîtrise d'ouvrage, soit des courriers, soit faire ce qu'on appelle des cahiers d'acteurs, soit renvoyer des cartes T, puisque il y a un peu plus une centaine de milliers de boîtes aux lettres, je crois, qui ont été servies avec une documentation. Et dans cette documentation, il y avait une carte T qu'il suffit de mettre dans une boîte aux lettres pour qu'elle arrive à son destinataire. Et puis qu'il y ait une restitution fidèle des résultats ou des débats qui se sont tenus lors de cette concertation. Donc, les principes principaux, il y a les principes importants de la concertation, il y en a pas mal, mais je mets l'accent sur les 3 premiers. La première, c'est la transparence, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un agora où toutes les contributions, tous les propos qui sont tenus sont publics. Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est enregistré, je ne sais pas s'il y aura un verbatim, mais ce que tout à chacun dit est apporté à la connaissance de l'ensemble de la collectivité, de la communauté. Le principe d'équivalence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parole privilégiée. Tout acteur, toute personne tout à fait légitime pour s'exprimer et donner son avis. Et puis l'argumentation, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une concertation, un débat public, dans un vote, un référendum ou un décompte de pour ou de contre. Il s'agit en fait d'avancer des arguments, que ce soit pour ou contre le projet. Chacun a le droit d'avoir son avis sur le projet, mais il faut expliquer la raison pourquoi on est pour ou contre. C'est très important dans la concertation publique. Voilà. Bon, les dates de la concertation, nous sommes proches de la fin. Nous avons eu une interruption puisque chacun sait qu'il y a eu un événement politique et électoral important il y a peu de temps. Les fonctionnaires sont tenus de respecter la réserve pendant au moins un mois avant la première échéance. Donc on a interrompu les travaux, mais nous on les a repris la semaine dernière. Et mercredi prochain, nous aurons une réunion le 11 mai donc à Bayeux, de restitution, où tant les garants que la maîtrise d'ouvrage rendront compte de leur première constatation sur ce qui s'est dit au cours de cette concertation. Et puis les garants ensuite se mettront au travail pour rédiger un compte-rendu dans lequel ils essaieront de faire un compte-rendu fidèle de ce qu'ils auront entendu. Voilà. Et ils auront un mois pour le faire. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Alors, avant de vous représenter ce projet, peut-être quelques remerciements, parce qu'une journée très complète. En tout cas, on a essayé de la faire sous cet angle-là, et qui a demandé quand même beaucoup de préparation. Alors d'abord, je vais remercier les personnes qui nous ont assistés pour organiser cette journée. Donc, je pense à Martine Bartholomé et à Sébastien Fourny qui sont au fond là-bas de la salle et qui ont pu s'entretenir avec tous les intervenants aujourd'hui, définir un programme qui répondait à nos attentes et à ce qu'on avait pu déjà entendre lors de la concertation ou lors des projets précédents, des projets éoliens. Et puis, on a travaillé en collaboration avec aussi Énergie de la Mer et vous avez pu avoir déjà quelques documents, mais on aura encore d'autres documents qui arriveront le mois prochain et qui seront à disposition de chacun. Mais aujourd'hui, voilà, on a pu déjà organiser de l'information. Comme le disait M. Pavard tout à l'heure, il faut qu'on garde des traces et donc on a essayé de multiplier les supports pour garder les traces. Et on aura aussi pendant cette journée un scribing des dessins continus sur chacune des tables rondes et qu'on pourra conserver pour la suite. Le projet en lui-même, eh bien, écoutez, donc, je vais quand même le représenter rapidement. Donc, notre zone projet, elle est issue du débat public de 2019-2020 qui avait eu lieu sur notre façade maritime normande. Et un second projet a été annoncé par le Premier ministre au mois d'août l'année passée. Et donc, on a saisi la Commission nationale des débats publics qui a nommé 3 garants pour cette concertation préalable. Ce qui fait que c'est le maître d'ouvrage qui organise, par rapport à un débat public, c'est
quasiment la seule différence de ce qu'on a pu observer, nous, en local, c'est qu'on a l'organisation de chacune de ces réunions et donc de cet événement aujourd'hui. Donc cette zone projet, elle est en jaune détourée en vert. C'est un second projet dans la zone dite de Centre-Manche, une zone préférentielle qui fait 250 km² sur un espace qui en fait près de 300. Les caractéristiques du projet, je vais aller très vite, jusqu'à environ 1,5 gigawatts. Alors qu'est-ce que ça représente? Les premiers projets, c'était un tiers de ces puissances, que ce soit Saint-Nazaire, Saint-Brieuc, le Calvados ou Fécamp ou Dieppe-le-Tréport, l'île Noirmoutier, c'est à peu près 500 mégas. Là, on est à 1,5 giga, on est dans une autre dimension. La surface occupée, je vous en ai parlé. Une mise en service estimée autour de 2030, 2031. Et un projet global de 4 à 5 milliards d'euros d'investissement qui sera effectué par RTE et par le lauréat du parc éolien, puisque la sélection du candidat se fait sur le prix de rachat de l'énergie. Ce n'est pas l'État qui construit le parc éolien en tant que tel. Alors de 75 à 125 éoliennes, voilà, on ne sait pas. Aujourd'hui, on a fait une évolution réglementaire qui nous permet, ou qui permet à l'industriel au final de demander une autorisation avec des caractéristiques variables. C'est-à-dire que ça lui permet d'adapter son projet à la meilleure technologie disponible au moment où il estime que la construction pourra s'engager. Donc, par contre, la puissance globale installée sera la même, mais ce sera avec moins d'éoliennes si elles sont plus puissantes. Donc 75, ça pourrait aller jusqu'à 75, on l'estime comme ça aujourd'hui. Et 125 si on prend les éoliennes qui existent aujourd'hui sur le marché. Le calendrier global, donc nous sommes en 2022. On est dans la concertation. On est en train de mener les études environnementales sur cette zone, Centre-Manche, les études techniques et environnementales, puisque c'est l'État qui est maître d'ouvrage. On va désigner le lauréat, enfin la Commission de régulation de l'énergie désignera le lauréat toute fin 2022 ou début 2023. Aujourd'hui, le cahier des charges a été publié par la Commission de régulation de l'énergie et les candidats sont invités à rendre leurs offres, je crois que c'est en novembre. Donc voilà, il y a 2-3 mois d'analyse des offres par la Commission de régulation de l'énergie, une autorité indépendante de l'État qui va proposer au ministre un lauréat. Et puis après, se lancera tout le schéma des demandes d'autorisation, parce que ce n'est pas parce qu'il y a un lauréat que le projet est autorisé, avec les études d'impact à mettre en œuvre au regard des suivis que l'on aura pu faire de cette zone. Et on estime qu'entre 2026 et 2031, on sera sur les phases qui lanceront l'industrialisation du projet. Alors, l'objectif de ces projets, c'est la neutralité carbone. Aujourd'hui, on a un mix énergétique qui est à 60% carboné. C'est de l'énergie fossile, c'est donc du pétrole, du gaz, du charbon. Et on a seulement une petite part qui est décarbonée et principalement notre mix électrique qui est très décarboné du fait de nos installations nucléaires. L'objectif à long terme, c'est de supprimer la partie rouge de ce camembert, qui représente près de 60%, avec deux manières d'y arriver. Déjà, c'est d'être économe en énergie. Il faudra diminuer de 40% de consommation d'énergie d'ici 2050. Être efficient et efficace, c'est-à-dire utiliser la bonne énergie pour le bon outil, et être efficace et utiliser le moins possible d'énergie pour arriver à, donc par exemple, la rénovation des bâtiments ou ce type de politique a pour but de finalement réduire la consommation même d'énergie. Cette question, je vais rester dessus, Sébastien, sur... non, celle d'avant, encore, non, voilà, merci. On a un problème de zappette ce matin, donc on va s'amuser toute la journée. Cette question du changement climatique, qui est finalement le premier impact sur la biodiversité, ou en tout cas sur l'effondrement qui est constaté aujourd'hui. Et puis, donc ça vous est présenté aujourd'hui. Mais on peut se poser la question, aujourd'hui, on parle de ces énergies renouvelables qui ont but de décarboner notre mix énergétique.
Jusqu'à présent, ça ne s'était pas abordé sur l'utilisation même du fossile ou du pétrole. Si aujourd'hui on faisait une étude d'impact de l'utilisation de cette énergie, je pense qu'on pourrait ne pas l'autoriser finalement. Alors, comment est-ce qu'on aborde finalement? Moi, je vais poser une première question à cette journée. Je vais rester sur comment est-ce qu'on l'aborde finalement ces impacts locaux ou ces effets potentiels des parcs éoliens? Moi, ce sera ma première question de la journée, et par rapport à la lutte globale du changement climatique. C'est vrai que généralement, on le voit, nous, dans nos concertations, on arrive à aborder le changement climatique, en tout cas la notion globale, et puis après on vient au projet, et on a l'impression que tout le reste s'efface, qu'il n'y a plus que le projet et les impacts locaux ou les effets locaux. Et ça, moi, ce serait vraiment la première idée de ce colloque. Ça peut être un fil conducteur, et c'est pour ça qu'on a demandé cette intervention du GIEC normand aussi sur cette thématique-là des effets sur la mer de la Manche déjà, et sur le global. C'est quelque chose qui disparaît très très vite des discussions et qui me semble pourtant un fil conducteur. Alors peut-être que je me trompe, mais voilà, je le dis aux intervenants aujourd'hui, ce fil conducteur, j'aimerais bien qu'il reste dans l'idée. Comment est-ce que finalement cette politique a un effet général et comment ça se met en balance par rapport aux effets locaux. Alors, l'État s'organise pour arriver à... C'est vraiment pas pratique, là. L'État s'organise... ok. L'État s'organise pour arriver à ce mix énergétique 2050 où on efface tout le carbone. Alors, il y a plusieurs scénarios. L'État demandait à RTE, puisque plus tard, ce sera de l'énergie électrique, notre énergie, de produire des scénarios. Donc, on a un scénario M0 qui est en 100% énergie renouvelable et un scénario N03 qui a 50% de nucléaire. Et entre deux se balayent plusieurs types de projets. L'idée aujourd'hui que l'on voit se dessiner, c'est qu'on sera autour des scénarios N2, quelque chose comme ça. Mais l'année prochaine s'ouvrira certainement un débat sur l'énergie, en tout cas une discussion avec l'ensemble des publics sur l'énergie, et on verra ce qui pourra être apporté par les publics. Alors si on s'intéresse à ces scénarios, c'est de l'ordre de 90 gigawatts, si on prend le N2, 90 gigawatts de photovoltaïque, alors qu'aujourd'hui on n'en a que 10. 52 de terrestre alors qu'on n'en a que 17. 36 gigawatts d'éolien alors qu'on est en train de parler du 7e. On en parle seulement, il n'y a pas encore l'installation. Et l'hydrolien aujourd'hui, tel qu'avait été définie la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc il n'y en avait pas encore. Dans les 100% renouvelables ou presque, il y a de l'hydrolien par exemple. Et on voit que la dynamique de l'hydrolien repart. En tout cas, les fermes pilotes dans le Raz-Blanchard repartent. Construction mécanique de Normandie avec leur hydrolienne engagent les phases de travaux de raccordement d'ici l'année prochaine. Donc c'est un sujet qui reviendra aussi, l'hydrolien. J'en parle parce qu'il y avait une question sur le sujet. Donc c'est pas quelque chose qui est perdu. Mais il y a... Et puis après, voilà, le nucléaire, le fait de relancer des EPR, ça a été également annoncé. On voit finalement que chacun de ces objectifs sont importants par rapport à notre situation actuelle. On voit également qu'il faut qu'on supprime 40% d'énergie. Donc quelque part, on peut se poser la question du choix que l'on a. Est-ce qu'on peut réellement choisir aujourd'hui, au vu de ces objectifs qui sont assez importants, que ce soit en réduction d'énergie, 40% à supprimer quand même de notre consommation, ou en atteinte de chacun des objectifs, en se disant qu'on peut en reporter un sur un autre si on ne fait pas quelque chose. C'est la question qui se pose d'ici l'horizon 2050. Est-ce qu'on a vraiment un choix, ou est-ce que, dans tous les cas, on devra essayer de faire le plus possible, et est-ce qu'on y arrivera même en faisant le plus possible? On peut changer de diapo. Et là, il faut que j'aille plus vite, c'est ça? Alors pourquoi ce colloque environnement qui est dans cette concertation au titre de ce deuxième projet? Parce que c'était un point majeur du débat public 2019-2020. On avait produit une bibliographie de l'ensemble des enjeux environnementaux pour que le public puisse s'exprimer par rapport aux enjeux qui existaient en mer et notamment aux enjeux environnementaux pour pouvoir positionner ou proposer des positions de parcs éoliens en mer. Donc on voit que ce sujet est pris à bras-le-corps et il faut y répondre. Des questions et des demandes d'information du public très régulières pendant la concertation. C'est
Et là, on en a un listing de près de 3 pages. Pour préparer, on a réépluché toutes nos réunions. On a près de 3 pages de questions sur ces sujets environnement. Une demande forte des pêcheurs professionnels, exprimée notamment l'année passée lors de manifestations, notamment contre ces projets éoliens en mer qui viennent perturber l'activité de pêche. Et une inquiétude forte des pêcheurs professionnels quant à l'impact ou les effets, en tout cas, de ces nouveaux projets sur la ressource en elle-même. Alors des impacts ou des effets qui sont tout à fait entendables. On voit lorsqu'il y a des constructions, on pense à des ports ou à des modifications. On a l'estuaire de la Seine qui a été modifié. On voit qu'il y a toujours des effets derrière. Donc il faut s'y intéresser en avance. Et puis, informer le public des études, puisque je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est l'État qui est maître d'ouvrage et qui porte les études. Et donc, c'était intéressant de venir faire voir comment, finalement, on mène des études en mer et ce qu'on fait en mer pour acquérir cette connaissance. Une première réponse aux questions de connaissance en mer, l'Observatoire national de l'éolien en mer, un observatoire qui a été lancé en même temps que ce projet par le Premier ministre, qui a attribué 50 millions d'euros à cet observatoire pour une durée de 3 ans, mais on est déjà en train de regarder à le prolonger. Cet observatoire, il est porté par 2 ministères, le ministère de la Mer et le ministère de la Transition écologique. Sur cet observatoire, donc, l'objectif, c'est de regrouper, valoriser, rendre accessible la connaissance. Grande demande, comment est-ce qu'on peut avoir accès à toute la connaissance maritime et à la connaissance liée à l'environnement marin et à son interaction avec les projets éoliens. Définir des programmes de connaissances, parce qu'une fois qu'on a vu ce qui existait, définir, acquérir la connaissance nécessaire, et faire le lien entre ce qui est nécessaire au niveau national et ce qui est nécessaire au niveau local, notamment à la création des conseils scientifiques de façade qui devraient être mis en œuvre, en tout cas pour notre façade maritime Manchès, mer du Nord, c'est-à-dire de Dunkerque au Mont-Saint-Michel. Ce conseil scientifique de façade devrait être mis en œuvre à partir du mois de juin. Et je crois que j'en arrive à la fin. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, avant de passer justement à l'état des lieux de la Manche, en fait, l'idée, c'est vous êtes nombreux à être venus, donc déjà dans cette salle. La réunion est également retransmise sur Internet avec des personnes qui nous regardent de plus loin. L'idée étant maintenant de savoir quelles sont vos attentes pour ce colloque, finalement. Vous êtes venus ici peut-être avec des questions en tête. Alors, se donner peut-être 5 minutes pour vous passer la parole et puis pour pouvoir les entendre, ce qui pourra peut-être orienter les réponses et les sujets qui seront évoqués aussi. Donc, la régie va donc faire passer un micro. Si des personnes souhaitent prendre la parole, n'hésitez pas. On est vraiment sur un temps de questions très court, 5 minutes. Pour ma part, je serai vraiment le gardien du temps de ce colloque qui est très chargé. Donc voilà, le micro est là. Si vous avez des questions, si vous souhaitez faire part de vos attentes, n'hésitez pas avant qu'on passe directement à l'état des lieux de la Manche, donc, qui sera porté par M. Jean-Claude Dauvin. Des questions, monsieur? Oui, bonjour à tous. Olivier Becquet, comité des pêches Normandie. Nous sommes très étonnés, bien entendu, de la position du gouvernement à faire un discours sur la façon de faire de l'énergie propre, déjà, dans un milieu fragile, sensible, pour lequel nous nous battons au quotidien pour maintenir un équilibre. Et effectivement, nous avons beaucoup de craintes parce que tout ce qu'on demande n'est pas réalisé pour faire la démonstration de justement cet état des lieux. Et ce gouvernement fait du forcing alors qu'il y a des recours en place. On voit que, désolé de vous le dire, mais il y a un non-respect de la démocratie parce que ces recours sont considérés non suspensifs. Et donc, eh bien, ça c'est une chose qui a été modifiée par Ségolène Royal à son passage. Et nous, on compte bien sur les recours. Et tout cet argent qui est dépensé sans avoir le résultat des recours dit après des échanges que, vous comprenez, on ne va pas démonter tout ce qui a été fait parce que c'est beaucoup d'argent. Et nous, ce qu'on sait, c'est que cet argent, c'est du forcing pour que ces projets-là se mettent en place.
Alors, arrêtons de nous bercer avec un vocabulaire qui laisse penser à la population que ces projets sont bons pour l'environnement, parce que ce n'est pas le cas. Et on peut en parler très longtemps, et je suis là pour la journée. Merci. Merci de votre présence et merci pour ce point de vue donc, qui a été bien identifié. D'autres remarques avant de lancer peut-être la présentation de l'état des lieux de la Manche? J'ai l'impression que finalement vous êtes impatient de rentrer dans le vif du sujet. Je vous propose du coup peut-être de donner la parole directement à Jean-Claude Devin, donc, qui est professeur émérite à l'Université de Caen, spécialisé dans l'océanographie, l'écologie benthique du domaine côtier. Je vous passe la parole directement, une présentation à peu près de 15-20 minutes, suivie d'un temps d'échange de 15 minutes. Vous pouvez venir directement ici, une place vous est destinée. Bonjour à tous. Donc, comme vient d'être dit, je suis professeur émérite à l'Université de Caen-Normandie et mon domaine d'expertise, c'est la Manche en tant que modèle de mer à forte marée, avec une expertise plus marquée sur ce qu'on appelle les fonds marins, le benthos, et aussi sur les invertébrés. Donc, ce que je vais présenter, il y a un certain nombre de personnes dans la salle qui le connaissent. Ma présentation va se découper en 3 principales parties. Dans un premier temps, je rappellerai les principales caractéristiques océanographiques de la Manche, la mer à forte marée, comme je l'ai dit précédemment. Dans un deuxième temps, puisqu'il a été rappelé que moi-même et puis ma collègue Nathalie, qui va participer à la table ronde cet après-midi, nous avons été deux les experts sur la biodiversité marine au niveau du GIEC normand. Et dans un troisième et dernier temps, je vais essayer de dresser assez rapidement tous les impacts et les effets des activités humaines dans ce bassin de la Manche, et en particulier en donnant quelques informations sur les effets attendus ou potentiels de l'éolien, et en particulier l'éolien posé. Donc, je n'ai pas la main pour passer les diapos. Donc, suivante. D'abord, qu'est-ce que la Manche? Je vois là-bas. La Manche, c'est une mer peu profonde, ce qu'on appelle totalement dans le plateau continental, qui va jusqu'à 200 mètres, même si du point de vue législatif, il s'est prolongé au-delà du plateau continental. C'est une mer qui est caractérisée par des fortes marées, comme dans la baie du Mont-Saint-Michel, 12 mètres. Mais j'étais pas plus tard qu'hier dans un colloque où nos collègues anglais qui travaillent sur le Solent ont un marnage, c'est-à-dire la différence entre les hautes et basses mers, qui ne dépasse pas 2 mètres. Donc une grande hétérogénéité du marnage entre les côtes françaises, où elles sont importantes, par rapport aux côtes anglaises, où elles sont beaucoup plus réduites. Ce diapo. La Manche, c'est une zone de transition. Donc il faut toujours replacer dans un contexte, moi j'aime bien en tant qu'océanographe, dans un contexte spatio-temporel. Et donc la Manche est une zone de transition entre d'une part l'ouverture à l'Atlantique, on en reparlera un peu plus tard, et la connexion par le détroit du Pas-de-Calais au niveau de la mer du Nord, du sud de la mer du Nord. Suivante. Autre caractéristique, la suite des périodes froides et des périodes chaudes, des périodes de transgression et des périodes de régression, il y a 18 000 ans, je ne sais pas si à l'époque géologique, c'est pas vieux, la mer de la Manche était vide et le grand fleuve Manche se déversait au large de Brest, à 300 km. Et au fil des transgressions-régressions, se sont accumulés dans ces paléovallées des granulats marins qui font d'ailleurs l'objet dans un certain nombre de sites d'extraction, aussi bien du côté anglais que du côté français. Ce qui veut dire que du point de vue biologique, les espèces que l'on connaît aujourd'hui en Manche sont des espèces qui ont colonisé relativement récemment. Donc la Manche a 2 particularités, c'est d'avoir un bassin occidental très largement ouvert à l'Atlantique, à l'influence atlantique, et puis un bassin oriental qui est beaucoup plus épicontinental, avec des profondeurs qui vont depuis la côte vers le large. Un bassin occidental qui est beaucoup plus profond en moyenne d'un bassin oriental. Et vous voyez une fosse centrale où la profondeur maximale dans la Manche atteint 174 mètres, qui est bien dans le plateau continental. Diapo suivante, qui montre la caractéristique principale de la Manche, c'est-à-dire les zones de fort courant. Vous voyez au nord Cotentin, où nous sommes à Cherbourg,
à la fois dans le raz de Blanchard, dans l'ouest, et le raz de Barfleur à l'est, et puis aussi au large des côtes bretonnes, en particulier du Finistère, et aussi au niveau de l'île Bréa. Donc on a cette caractéristique qui va forcer notamment le dépôt des sédiments suivantes. En Manche, il y a une particularité par rapport à la mer Celtique, à l'ouest, ou la mer du Nord à l'est. La Manche est caractérisée par une couverture sédimentaire de plus de 80% de sédiments grossiers. Les sables grossiers, les galets, les graviers. Et dans les zones de fort courant, comme au nord du Cotentin, ce qui est je vois mal en gris, oui, ce sont des zones où il n'y a pas de sédimentation fine, pas de sable, pas de vase. Et donc, on a plutôt des fonds grossiers, des fonds voire rocheux. Et au fur et à mesure que l'on va aller vers la côte, que ce soit du côté anglais ou du côté français, on va avoir un gradient sédimentaire qui correspond à l'affaiblissement des courants de marée le long de la côte. Diapo suivante. C'est un zoom sur la baie de Seine. Alors, si on prend le gradient sédimentaire au large de Cherbourg, vous avez les galets, puis après en rouge, les graviers, ensuite les sables grossiers, qui couvrent les graviers ensablés et sables grossiers, qui couvrent l'essentiel de la baie de Seine, qui fait à peu près 5000 km². Ensuite, les sables fins, à la fois dans la baie d'Évé et dans la partie orientale de la baie de Seine, et dans un certain nombre de zones, eh bien, des sédiments savo-vaseux. Contrairement à ce qu'on peut trouver au sud de la Bretagne, on n'a pas de grandes vasières, on n'a pas de grandes vasières non plus, comme au niveau de la mer Celtique ou la mer du Nord. Donc il y a un certain nombre d'espèces qui ne sont pas présentes en Manche, pas pour des raisons biogéographiques, c'est-à-dire de température, mais elles ne sont pas là parce que les fonds ne sont pas favorables. Donc première chose à retenir, la Manche est une particularité par rapport à cette couverture sédimentaire, essentiellement des sédiments grossiers. Deuxième particularité, c'est qu'il y a beaucoup de carbonate de calcium. Donc la Manche est une mer qui stocke du carbone naturellement. C'est ces fonds coquillés. Certaines dunes peuvent accueillir des coquilles, des vieilles coquilles de moules, de praires, de coquilles Saint-Jacques. Ça peut présenter jusqu'à 80% de stockage de carbone de calcium dans ces fonds. Et d'ailleurs, un certain nombre d'études ont montré que le piégeage, la séquestration du carbone d'un certain nombre de sites était équivalent du piégeage de carbone dans les récifs coralliens. Suivante. Deuxième grande caractéristique de la Manche, un espace maritime aux usages multiples, vous le savez tous, diapo suivante. Aux usages traditionnels de la pêche, ce sont les dépôts et les sédiments de dragage des grands ports, et en particulier des grands ports maritimes de Rouen et du Havre. Quelques récifs artificiels, à l'arche d'Étretat, puis fait dans le cadre d'expérimentation à la fois en rade de Cherbourg et au large de Bernières, dans le cadre des projets Interreg Récif et Marinef. Les extractions de granulats dont je parlais tout à l'heure dans les zones d'accumulation au fil du temps dans ces paléovallées, et puis les travaux portuaires qui continuent au niveau de Port de 2000 et au niveau du Havre, et puis on voit dans tous les ports pratiquement, que ce soit Ouistreham, que ce soit Cherbourg, que ce soit le Havre, des aménagements de plateformes pour accueillir notamment le développement de l'éolien. Et puis évidemment, c'est l'objet du débat aujourd'hui, de la conférence d'aujourd'hui, les parcs éoliens. Suivante. Alors si on regarde le nombre d'activités, le cumul du nombre d'activités dans le système Manche-Mer du Nord, c'est un travail qui a été fait par un collègue américain, Alpern et ses collaborateurs en 2008. La Manche, système Manche-Mer du Nord, fait partie des zones de l'océan mondial où il y a plus d'activités en mer. Suivante. Alors c'est une diapo qui m'avait été prêtée par Daniel Lefebvre il y a une dizaine d'années, qui montrait l'ensemble des activités des zones protégées en Manche. Elle ne tient pas compte aujourd'hui, il faudrait revoir cette carte parce qu'il y avait un certain nombre de projets qui ont été abandonnés, un certain nombre dont le parc naturel marin du golfe normano-breton. Mais en fin de compte, c'est pour vous faire voir que du point de vue du côté français ou du côté anglais, il y a un certain nombre de mesures, de restrictions, de législation qui font qu'il y a vraiment un morcellement des activités et un morcellement de ces intérêts divers et variés de l'activité économique d'une part et de l'activité de protection d'autre part. Suivante. Mon deuxième point, c'est la connaissance sur la biodiversité marine. On met souvent en avant la richesse des systèmes tropicaux, des systèmes de mangroves, etc. Suivante.
eh bien, je vais vous montrer que la Manche possède un certain nombre d'atouts par rapport à sa biodiversité. Dans un premier temps, 2 diapos qui montrent, ici, c'est les courbes des amplitudes de température, donc température maximale, température minimale. On a une signature de pénétration des eaux de l'Atlantique en chevron, c'est-à-dire dans la partie centrale de la Manche. On a des températures qui sont plus tempérées, les amplitudes thermiques sont plus faibles qu'à la côte, ça c'est le premier point. Deuxième point, notamment dans le bassin oriental, c'est des amplitudes thermiques qui sont plus fortes le long de la côte qu'au large. Eh bien, suivante, je vous passe le nom des espèces. On voit qu'en Manche, on a une disparition depuis l'espèce A jusqu'à l'espèce G en fonction de cette amplitude thermique. Ça veut dire qu'on a 2 grands groupes d'espèces, des espèces qui sont sténothermes, qui ne vivent que dans des zones où les amplitudes thermiques sont relativement faibles, et des espèces eurythermes qui supportent des amplitudes thermiques plus élevées. Donc quand on fait une étude, il faut toujours replacer par le contexte que le bassin occidental de la Manche est naturellement plus riche que le bassin oriental, en termes d'espèces, qu'elles soient d'invertébrés marins ou qu'elles soient au niveau des algues. Suivante. C'est un carrefour biogéographique. Je n'ai pas de pointeur, mais on voit, par exemple, dans la partie sud, c'est quelque chose qui est extrait au niveau des mollusques, des coquillages, de 1870, de Geffresse. On voit notamment que pour l'Alutis, c'est bien connu, l'ormeau, qui est pêché jusque ici, en rade de Cherbourg, qui est bien connu en Bretagne, eh bien, qui ne pénètre pas au-delà en Manche, et probablement que les changements climatiques qui aujourd'hui sont essentiellement signés par une élévation de la température, on peut voir des modifications des limites géographiques d'un certain nombre d'espèces. Le Nord Cotentin, nous sommes ici à Cherbourg, est vraiment un site d'observation de ces changements de passage depuis les espèces qui sont cantonnées aujourd'hui au golfe de Gascogne, en Méditerranée, en Manche occidentale, par rapport à une pénétration en Manche orientale, et je vais l'illustrer dans une diapo un peu plus tard. Suivante. Donc si on fait un peu le bilan des connaissances, une extraordinaire biodiversité marine, 3000 espèces d'invertébrés, donc c'est des coques, c'est des petits crabes, etc. 400 espèces d'algues, 280 oiseaux, 180 poissons, 10 mammifères, 5 tortues, 2 phoques, 2 phanérogames, ce sont les austères, les fameuses herbes marines. Donc une grande diversité, notamment des invertébrés. Suivante. Des habitats marins à haute valeur patrimoniale que vous connaissez certains, pour ceux qui vont à la pêche à pied, les récifs d'Hermel, de Sabellaria, ici à Champeau, les herbiers de Zostère, les forêts laminaires qui sont aussi abondantes dans le Nord Cotentin et aussi en Bretagne, et puis les bancs de merle qui sont surtout présents, qui étaient surtout présents, je devrais dire, autour des Gilles Chausée. Suivante. À côté de ces espèces indigènes, on a ce qu'on appelle les espèces non indigènes, les espèces introduites, dont certaines peuvent avoir des caractères invasifs. Donc le petit crabe sanguin ou le crabe à pinceau, ce sont des crabes d'origine du Pacifique nord-ouest, qui présentent pour la première sanguin un caractère invasif, surtout dans les zones intertidales, donc l'estran accessima marée basse, dans les zones où il y a des cailloux. Puis vous connaissez surtout la crépidule, crépidula, qui est vraiment une espèce introduite à caractère invasif, et la sargasse, pour donner un exemple d'algue. Suivante. Donc aujourd'hui, on parle souvent d'érosion de la biodiversité. Eh bien, on a plutôt un enrichissement de la biodiversité, au moins en ce qui concerne les invertébrés, et voire les algues, puisqu'on a pu dénombrer, dans un inventaire financé par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, un peu plus de 150 espèces nouvelles pour la Normandie, dont les principales civilisations ont eu lieu au cours des 3 dernières décennies, avec un hotspot, une zone de forte introduction d'espèces, qui est le port du Havre. Suivante. Alors la Normandie a une autre particularité par rapport au patrimoine naturel. C'est la 2e région de France métropolitaine à avoir un inventaire complet des zones naturelles d'intérêt écologique et faunistique. Donc à la fois au niveau des zones littorales et puis des zones du large, vous voyez, notamment par la présence de récifs d'hermelles profondes, Sabellaria spinulosa,
et qui aussi, au niveau de la baie de Seine, ont des fonds particuliers, hein, ce qu'on appelle les cracras, les singes, les ophiotrix, d'un certain nombre de zones. Donc, un patrimoine qui a été reconnu par cet établissement de la cartographie d'Esnief en mer Normande. Suivante. Alors, quelques slides, quelques diapos sur les effets attestés du changement climatique. Suivante. Bon, d'abord, très rapidement, tout le monde le sait, hein, changement global depuis les années 80. La Manche ne déroge pas à la règle avec des élévations de température depuis 2 décennies. Suivante. Donc, effectivement, sous l'impulsion du président Hervé Morin, la constitution d'un groupe de 23 experts, dont les diversités marines, Nathalie et puis moi-même. Suivante. Donc, quelques exemples qui montrent que ces changements faudistiques ne datent pas d'aujourd'hui. Fort heureusement, il y a un certain nombre de stations marines qui existent depuis plus de 100 ans, dont la station marine de Plymouth en Cornouailles anglaise, qui peut montrer qu'on a des phénomènes d'alternance de pêcherie, en particulier de sardines quand les eaux sont plus chaudes et du hareng quand les eaux sont plus froides. Donc on est dans un système d'élévation des températures, mais on peut avoir aussi des fluctuations temporelles à plus grande échelle. Suivante. Bon, aujourd'hui, on pêche assez régulièrement dans le golfe normanno-breton, notamment au large de Granville, du thon rouge, hein, qui est une espèce plutôt d'affinité tropicale. Suivante. Donc aujourd'hui, on est dans un système que la coquille Saint-Jacques en baie de Seine présente des stocks en croissance. Bon, là, avec probablement un lien avec l'élévation des températures. Vous voyez que c'est assez convaincant. Et c'est un travail qui a été fait notamment dans le GIEC normand par mes 2 collègues, Francis Orvin, Éric Fouché, mes 3 collègues, et Jean-Paul Robin. Suivante. On peut avoir aussi des effets négatifs, notamment le bulot, qui est dans la partie méridionale de répartition, c'est-à-dire que les eaux au niveau de l'automne sont trop chaudes pour favoriser la reproduction d'espèces. Donc on peut aussi avoir un certain nombre d'espèces qui vont remonter vers le nord parce que les conditions écologiques, les niches écologiques, les conditions thermiques ne seront plus favorables dans les décennies qui viennent. Suivante. À l'inverse, une espèce introduite qui a un caractère invasif, c'est l'huître japonaise, hein, qui a une origine aussi Pacifique, ouest, eh bien, aujourd'hui s'installe pratiquement sur tous les estrans, normands ou d'ailleurs, et forme des véritables récifs. Suivant. Est lié à l'élévation des températures, notamment en période estivale, qui permet la reproduction de cette espèce. Alors un petit crabe qu'on ne trouve pas sur le littoral au large, et qui est d'origine tropicale, qui a été décrite par Théodore Monod dans les fonds du Sénégal, et qui aujourd'hui pénètre en Manche au fil des années. Et d'ailleurs, il y a une publication récente qui a montré que cette espèce était présente maintenant au sud de la mer du Nord. Donc un exemple de progression d'espèces de l'ouest vers l'est en lien avec l'élévation des températures. Suivante. Alors ça, c'est mes collègues anglais de Plymouth, encore une fois, qui travaillent sur ce qu'on gratte sur les moules, les cirripèdes, avec une diminution de l'espèce des semi-Balanus balanoides, qui est des espèces plutôt d'affinité boréale, donc froide, et qui voit ses effectifs décroître au fil du temps, alors que l'espèce Ctamalus, qui est plutôt d'espèce tempérée chaude, progresse. Donc on a un certain nombre de proxys, d'indicateurs qui montrent que, notamment au niveau de la zone littorale, au niveau des zones peu profondes, on a des modifications de faune et de flore, mais là je dis pas la faune, qui ont été observées depuis les années 1950. Suivante. 2-3 minutes avant d'ouvrir le temps d'échange. Oui, j'arrive au bout. Les énergies marines renouvelables. Donc, quelles sont les grandes questions qui vont se poser et qui vont être discutées aujourd'hui pendant les tables rondes? La modification de la circulation atmosphérique et courantologique, la modification de la distribution des sédiments, des effets des champs électriques et magnétiques des câbles sous-marins, l'effet des anodes sacrificielles sur la qualité de l'eau, la propagation du bruit sous l'eau, l'impact divers lié à la maintenance du site, notamment le dérangement, les interférences avec les activités de pêche, notamment celles aux arts traînants, réduction de la surface exploitable, et puis aussi des impacts sur les ressources halieutiques. Suivant.
Donc les principaux effets, donc effets acoustiques, électromagnétiques, un gain de l'habitat, en particulier des substrats durs, et probablement autour de chaque éolienne des exclusions de la pêche. Suivante. Donc là, on va sûrement en parler aujourd'hui. Ce qui est important pour nous, pour pouvoir voir véritablement l'impact d'une activité humaine, que ce soit l'implantation d'éoliennes, d'extraction de granulats aussi, de plus en plus, on fait une démarche qu'on appelle une démarche BASI, Before, After, Control Impact. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'état des communautés, l'état de la biodiversité avant l'implantation des éoliennes, avoir des notions de variabilité saisonnière et pluriannuelle, avoir des suivis des communautés après, donc les éoliennes c'est 25-30 ans, comme les zones d'extraction de granulats, d'avoir en dehors des zones qui sont impactées et des zones qui sont sous influence, des zones de contrôle qui permettent de voir quelle est la part due à cette activité par rapport à la part due aux autres activités, voire à celle du changement climatique, et pour pouvoir mesurer l'impact, c'est-à-dire la résistance ou la résilience, c'est-à-dire la capacité qu'ont avoir les écosystèmes à retrouver, une fois que l'activité va avoir cessé, des conditions proches de celles observées avant la plantation. Donc souvent, ce qu'on met en avant, c'est l'effet récif. Donc on va créer un substrat dur au large, dans un environnement sédimentaire, comme je vous l'ai dit, essentiellement des sables grossiers. Donc on va avoir un nouveau substrat avec de nouvelles espèces, d'accumulation essentiellement de moules, ce qu'on appelle la mythilisation, qui a été utilisée par mes collègues du sud de la mer du Nord. Ça peut être des nourrisseries pour poissons, ça peut être un accroissement de l'activité trophique et la maturité d'écosystèmes, dont on parlera tout à l'heure avec Nathalie Niquil en ce qui concerne des réseaux trophiques et les modélisations de réseaux trophiques, et aussi l'attraction des top prédateurs, c'est-à-dire à la fois des poissons et des mammifères. Donc c'est un nouvel écosystème basé sur des suspensivores, c'est les moules qui pompent la qualité d'eau et qui vont déposer des fesses, des crottes, à la base des éoliennes et qui vont accroître la matière organique et qui vont changer la nature des apports organiques avec des développements d'un certain nombre d'espèces, en particulier des petites espèces de polychètes, de vers marins, qui vont profiter de cet accroissement de matière organique. Suivante. Donc, ce qui est le défi au niveau de la science, c'est une nécessité de comparer les expériences acquises ailleurs. C'est vrai qu'on n'a pas d'observation pour la Manche, dans un système particulier, de fortes marées, de sédiments grossiers, et puis de particularités aussi au niveau halieutique. Quand on compare au sud de la mer du Nord, on a des pêches qui sont beaucoup plus diversifiées, des pêches qui sont beaucoup plus volumétriques, et donc un enjeu aussi qui est différent de celle du sud de la mer du Nord. Et donc, nous participons depuis une dizaine d'années à un groupe de travail du Conseil international de l'exploration de la mer qui permet de voir comment font nos collègues, en particulier nos collègues belges, sur les éoliennes de leur partie de la mer du Nord. Suivante. Donc, deuxième défi pour la communauté scientifique, on en a entendu parler aussi un petit peu par Damien, c'est d'étudier les cumuls des impacts. Les éoliennes, c'est une activité nouvelle qui vient à côté des ressources halieutiques et cultures marines, des aménagements portuaires, des risques de pollution marine, d'autres activités marines dont les granulats, des pots de dragage dont j'ai déjà parlé, des espèces non indigènes et invasives, biodiversité marine et changement climatique, autant de défis qui permettent de comprendre. Il y a deux véritables défis. C'est de comprendre quel est l'impact d'une activité sur l'environnement, sur l'écosystème, et comment on peut effectivement, ce qu'on appelle déconvoluer, faire la part de cette activité X par rapport aux autres activités et ces cumuls d'activités humaines par rapport au changement climatique. C'est véritablement le défi scientifique de la communauté pour les années à venir. Et dans ce cadre-là, on a mis en place en 2020 un groupement d'intérêt scientifique qu'on appelle ECUM, pour effets cumulés en mer, et auquel on va travailler sur notamment 4 grands axes de recherche. Le côté réglementaire des effets cumulés, le côté bruit, récif, et puis aussi sur les interactions qu'il y a entre les activités humaines et les transports sédimentaires. Et je crois que j'ai fini mon défi, qui était de tenir en 20 minutes. Et puis, je vous remercie de votre attention. Merci pour cette ponctualité.
Je vous propose peut-être, là, pour faire suite à cet état des lieux, donc très riche, très dense en informations, d'ouvrir un petit temps d'échange avec vous. Alors, je précise que les personnes qui sont connectées à distance peuvent également s'exprimer. Donc, ils ont un chat à disposition, ils peuvent poser leurs questions. Je donnerai la priorité à la salle, mais la régie me fera remonter aussi les questions qui pourront être déposées sur le chat. Donc, n'hésitez pas. Et puis, suite à ce petit temps d'échange, on pourra entreprendre la première table ronde qui sera plutôt basée sur le recueil des données, comment on s'y prend, voilà les enjeux qui entourent le recueil des données. Et puis je vois que monsieur le maire nous a rejoint aussi, donc ça sera peut-être l'occasion de lui donner le micro pour un petit mot d'accueil. La parole est à vous, merci de vous présenter quand vous vous saisissez du micro. Alors, voilà. Bonjour, merci. Ça ne me semble pas fonctionner. Est-ce que la régie peut vérifier si ça fonctionne? Essayez, monsieur. Là, je l'ai rallumé. Si, c'est bon, on ça vous entend. fonctionne. Ok, merci. Je suis Mathieu Vimard, je représente l'organisation des pêcheurs normands. Donc merci pour l'exposé, qui est très intéressant déjà. L'inventaire des questions me semble bon, complet. Maintenant, au niveau du déroulement, comment c'est prévu? Parce que finalement, ça n'a pas été développé. Est-ce qu'il y a déjà des réponses et c'est l'objet des interventions qui vont suivre? Ou est-ce que c'est des projets de travail pour la suite, en fait, quoi? Juste 2 éléments de réponse. Cette liste des faits potentiels ont déjà été développés ailleurs, que ce soit par des collègues des pays du Nord, je pense à l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, pardon, qui est la plus équipée au niveau européen en éoliennes, mais aussi le côté américain, hein, aussi bien les États-Unis que le Canada. Donc il faut après transposer effectivement ce qui a été fait dans ces sites de l'Atlantique Nord, mais il y a aussi développement d'éolien aujourd'hui dans un pays dont on ne parle pas beaucoup au niveau du développement éolien, c'est la Chine. Le Japon s'y met un petit peu, donc on a déjà des connaissances, mais il faut, à mon avis, la discussion d'aujourd'hui, c'est plutôt replacer ces questions dans le contexte particulier de la Manche. Merci. Donc à ce stade, je comprends qu'on n'a pas les réponses à ces problématiques. Et en l'occurrence, pour ce qui est de la pêche, c'est bien les questions qui sont posées depuis de nombreuses années maintenant et qui font forcément, il y a des crispations et beaucoup d'inquiétudes par rapport à tous ces projets. C'est que les impacts et les conséquences de tout ça, en fait, on ne les maîtrise pas, quoi. Et que les projets s'accumulent sans qu'on ait ces réponses et sans qu'on puisse être rassuré. Vous parliez de retour d'expérience, des projets qui sont en Europe actuellement. Nous, les retours qu'on a de la part de nos collègues, c'est pas bon. Je pense notamment au parc de Brighton, qui est le seul en Manchester actuellement, où on a des déplacements de flottilles qui sont réels, qui sont constatés. Les pêcheurs nous expliquent que c'est pour cause d'appauvrissement de la ressource localement. Donc on aimerait bien objectiver toutes ces choses-là, quoi. Moi, ce que j'en sais, hein, c'est qu'on va avoir des modifications de la ressource pêchable. Je ne vais pas m'étendre. On sait qu'au niveau du sud de la mer du Nord, hein, les récifs, enfin les infrastructures et les enrochements sont favorables aux grands crustacés, en particulier aux tourteaux, vous appelez clopoint, je crois, ici à Cherbourg. Et puis le homard. Hein. Après, au niveau des pêches, effectivement, dans tous les autres pays d'Europe, en particulier la Grande-Bretagne, la pêche est interdite dans les parcs. Donc on a aussi des dispositions réglementaires qui peuvent changer. La pêche n'est pas interdite en Angleterre. Aux arts traînants. Ah non, pas du tout. Ah bon. Elle n'est pas interdite. C'est les pêcheurs. Alors, pour que tout le monde puisse vous entendre et même se connecter, merci de Bon, prendre je le ne vais micro. pas rentrer dans le débat, c'est pas ma. Non, on va pas débattre peut-être. C'est pas ma spécialité. Simplement. Il y a des personnes dans la salle qui sont plus au courant de ce qui se fait au niveau de la pêche. Moi, c'est pas ma spécialité. On m'a demandé de dresser un bilan. Effectivement, au niveau des questions, j'ai dressé des questions qui sont très larges, y compris celles de la pêche. Et probablement qu'au cours de cette journée, vous aurez, j'espère, des réponses qui seront complémentaires par rapport à ce que je vous ai dit. Voilà, le but de cette introduction, comme le dit Jean-Claude Devin, c'était bien de questionner, d'apporter toutes les questions pour que les tables rondes suivantes puissent apporter des réponses sur ces questions. C'est bien de mettre en place, mettre en lumière toutes ces questions, toutes ces interrogations, et puis que les tables rondes par thématique puissent apporter l'état de la connaissance actuelle. Est-ce qu'on est dans de la science, on sait les choses, ou est-ce qu'on est dans de la recherche et on ne sait pas encore? Voilà, c'est bien l'objet de la journée. Donc, dans la recherche, pour compléter ce que vient de dire Damien, il y a ce qu'on sait, ce qu'on pourra
savoir si on y met les moyens. Et puis il restera toujours à côté d'incertitudes. L'incertitude, elle est grande à la fois au niveau de... Enfin, il me semble que ça vous appartiendra du débat. C'est pas simplement l'implantation d'un parc, c'est l'implantation de N parcs. Hein, c'est cumul d'activités. Moi, je donne toujours, quand j'étais enseignant, je donnais toujours l'exemple par analogie. Vous avez tous pris l'avion. Donc, des ailes d'avion et tiennent à la carlingue par des rivets. Vous enlevez un rivet, il ne se passe rien. Vous en enlevez un deuxième, il ne se passe rien. Vous en enlevez un énième, l'aile casse. C'est-à-dire, du point de vue écosystémique, jusqu'à quand on peut effectivement avoir des activités pour que la trajectoire de notre écosystème ne soit pas modifiée de façon irréversible. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, en termes d'incertitude, tous les modèles qui sont présentés au niveau du changement climatique, ça reste que des modèles, ça reste que des scénarios. Hier, on en a parlé très longuement au colloque où j'étais. Ce sont des scénarios avec effectivement des scénarios extrêmement catastrophistes. Et moi, je suis persuadé que nos écosystèmes marins présentent une grande résistance à ces activités humaines et puis une grande résilience. C'est-à-dire, si vous arrêtez une activité, eh bien, il va y avoir le retour. Moi, j'ai travaillé dans mes premières années, il y a 45 ans, sur l'impact de la pollution de la Moco Cadiz en baie de Morlaix, près des roches de Port-Salle, et j'ai pu montrer que le temps nécessaire pour la reconstitution des communautés, une fois que le stress limité en temps a été achevé, c'est la dizaine d'années. Donc l'échelle de temps de reconstitution des populations, généralement, pour les extractions de granulats en Manche, il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits, c'est la décennie. Donc on a un système qui est résilient, mais effectivement, il faut que l'activité cesse. Merci. Je crois que monsieur, vous aviez un complément. Avant de faire circuler un peu la parole, merci de vous représenter. Oui, bonjour, c'est Philippe Calonne, je suis pêcheur. C'est par rapport à tout à l'heure, donc les études qui sont en cours ou faites. On parle d'effet récifal avec des grosses roches dans les fondations, au pied, sauf que non, c'est des cathédrales de béton. Je suis désolé, mais vous n'avez pas bien regardé au Havre, il y a une grosse usine, c'est énorme, hein, c'est des gros tas de béton. Je ne sais pas où vous avez vu que le homard allait dessus, mais bon, peut-être qu'on va faire des trous dedans, j'en sais rien. Sinon, on ne parle jamais aussi du niveau de bruit des éoliennes en fonctionnement, enfin des usines en fonctionnement. On a des retours d'expérience, hein. Moi j'en ai notamment des États-Unis, personne n'en parle jamais. Là, on en parle, ah oui, ça va gêner un peu pendant les travaux, après quand ça tourne, c'est bon. Sauf que les scientifiques disent que ça va être une boîte de nuit. 110 décibels, jusqu'à 170 décibels sous l'eau, mais ça correspond à 110 décibels, quoi. Une boîte de nuit, un marteau-piqueur. Donc ça, on n'en parle pas. Il y a aussi le relargage de bisphénol qui est connu dans la mer du Nord. Ça, c'est pareil, on n'a aucune notion. On ne sait pas combien vous allez en relarguer. On ne sait pas. Et puis voilà. Alors, donc, 3 juste points. avant de Merci. vous donner la parole, en fait, il y a une autre table ronde qui est vraiment dédiée aux impacts. Alors, toutes ces questions-là sont vraiment pertinentes et je pense on y apportera des réponses lors de la table ronde dédiée à ce sujet-là. Là, on était vraiment plus sur l'état des lieux, donc peut-être un mot de Jean-Claude Devin très court, mais avant de redonner court. la parole. Pour la troisième question, je n'ai pas de compétences particulières pour y répondre. En ce qui concerne ces blocs gravitaires, ma collègue Anne-Claire Bénis, cet après-midi, parlera souvent. Il y a quand même des enrochements qui sont pour éviter l'affouillement. Donc, effectivement, je sais que la population des pêcheurs sont très critiques par rapport à cet effet récif. Comment ? S'il vous plaît, monsieur. Alors, Je suis désolé. Allô, oui, On vous c'est entend. sur la communication que vous faites qu'il y a un problème, en fait. Vraiment. Parce que c'est des cathédrales de béton qui sont au fond. Quand on voit les slides, les machins, c'est toujours des petites éoliennes. Quand on voit les dessins de là qu'ils ont fait, c'est des usines qui vont faire, c'est des centrales éoliennes. Ça fait jusqu'à 300 mètres de haut, entre 7 mètres et 12 mètres de diamètre, en acier rempli de béton. C'est pas du tout ce que vous êtes en train de nous présenter, je suis désolé. Donc c'est pas très, encore une fois, pas très démocratique. Je sais pas si c'est trop arrangé. On parle de parc, on parle de ferme, c'est la langue. Je sais que ça vous concerne pas vous directement. Mais sincèrement, il y a un gros problème. Vous êtes scientifique, il faut peut-être un moment noter les choses. Quoi. Je sais pas, mais je peux vous dire que je me permets d'intervenir. Le temps file et effectivement, la question des impacts, comme je le disais, sera vraiment. On abordera ce sujet-là tout à l'heure. Donc gardons les sujets pour chaque table ronde qui sont vraiment dédiés à tout ça. Le temps file. Nous devons passer normalement à la première table ronde. Donc s'il y a peut-être une ou
Une question supplémentaire avant d'enchaîner. Monsieur, en fond de salle. C'est gentil, merci. Merci de vous présenter. Là, j'ai une question notamment sur l'observatoire de l'éolien en mer, parce qu'effectivement, on a participé à une réunion et il semble que pour la Manche Est, ce soit des études qui soient plutôt ciblées sur les mammifères marins, sauf erreur de ma part. Alors que nous, ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est, comme l'expliquait Philippe, mais par rapport au biphénol, parce qu'en mer du Nord, il semble qu'il y ait une étude allemande, peut-être Monsieur Covin, vous en êtes informé, qui dit que les pales d'éoliennes se dégradent par le brassage de l'air avec l'air salin, et que les nanoparticules de résine, qui ne sont pas des résines alimentaires, diffusent du biphénol dans la colonne d'eau. Et ce biphénol a un impact réel sur le plancton. Et il semble, M. Covin, vous pourrez peut-être nous le dire, qu'en mer du Nord, il y ait une dépréciation du plancton, et que, par exemple, les cabillots ont du mal à grossir, etc., parce que la chaîne alimentaire se trouve impactée par ces effets-là. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'au niveau de l'observatoire pour l'éolien en mer, il y ait vraiment tous les sujets qui concernent la qualité de l'eau, les analyses de l'eau, quand il y a des campagnes de déminage, etc. Parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. Parce que on sait qu'il y a des munitions qui sont avec des produits chimiques, etc. Et que la neutralisation des fonds nécessite, pour ne pas planter une éolienne sur une bombe, très, très nettement, eh bien, il faut faire ce qu'on appelle une campagne de neutralisation, donc de déminage. Donc tout ça, c'est très important pour nous, bien entendu, de bien comprendre la réalité des choses. Et effectivement, on peut se poser des questions sur les structures, si c'est planté ou si c'est posé, d'un système à l'autre. Il y a un impact certainement différent. Merci. Je vais juste répondre sur l'observatoire. L'observatoire de l'éolien en mer donc, a été mis en place officiellement. Vendredi dernier, il a été présenté à ce qu'on appelle aux parties prenantes, c'est-à-dire que en train de s'engranger finalement la mise en place de cette assemblée des parties prenantes avec les associations, les usagers, les collectivités liées au lancement de l'observatoire. L'observatoire aujourd'hui, le comité stratégique qui est dirigé par les deux ministères, que je vous ai dit tout à l'heure, qui s'appuie aussi sur un conseil scientifique national et qui va faire le lien avec le conseil scientifique de façade qui va être installé au mois de juin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les acteurs, les usagers du milieu maritime en Manche-Mer du Nord ne pouvaient pas s'appuyer sur un conseil scientifique, donc on l'a fait au sein du conseil maritime de façade, adossé avec des scientifiques. Et donc aujourd'hui, il était décidé une quinzaine d'études validées. Au niveau national, un travail sur les frayères et notamment l'espèce halieutique. Au niveau atlantique, plutôt sur les aspects migrateurs, la vie-faune. Au niveau Manche, sur le grand dauphin dans le golfe normand-breton. Sur la quinzaine d'études, voilà, une étude nationale sur les frayères. Au local, plutôt Grand Dauphin, sur le golfe normand-breton, mais après, voilà, je ne vais pas faire la liste des autres. On pourra représenter l'ensemble de ces études localement et faire un retour au Conseil maritime de façade, puisque les usagers, en tout cas les pêcheurs, sont présents au Conseil et donc refaire une information. On les mettra également aussi en ligne sur le site éoliennesenmer.fr, qui porte toute la politique de l'État sur ce sujet-là. Donc l'Observatoire de l'éolien en mer est bien une des rubriques de ce site et vous pourrez avoir toute l'information en continu au fur et à mesure des décisions prises. Je pense qu'on pourra... Je crois que M. Pavard souhaitait intervenir, donc garant de la concertation. J'ai essayé de ne pas sortir de mon rôle de garant, mais j'ai une question pour le professeur Gauvin. Nous avons Dauvin, pardon. Il y a une littérature abondante sur les retours d'expérience de parcs éoliens, mais c'est en mer du Nord, pardon. Et les Belges, les Néerlandais ont produit des rapports après plusieurs années d'exploitation. Donc, ma question, c'est à votre connaissance, les différences entre la Manche, que vous avez très bien décrit, et la mer du Nord, qui est un milieu probablement un peu différent, permettent-elles de transposer les retours d'expérience belges et néerlandais de notre côté, c'est-à-dire dans le bassin de la Manche tel que vous nous l'avez décrit? Des éoliennes, il y en a ailleurs qu'au sud de la mer du Nord. Il y a tout autour des îles britanniques, y compris dans la mer d'Irlande. Il y en a aussi, comme je l'ai dit, dans d'autres pays un peu plus éloignés de nous, qu'elles soient les États-Unis, donc sur la partie occidentale de l'Atlantique, et en mer de Chine. Je ne peux pas répondre à la question, parce qu'il y a des particularités au niveau de la Manche qui font que
j'ai essayé de les traduire. Forte marée, sédiments plutôt grossiers, alors qu'en ce qui concerne la mer du Nord, on a plutôt des sédiments de vase et de sable vaseux. Donc l'effet récif est certainement beaucoup plus important sera beaucoup plus important qu'au niveau de la Manche. Et puis au niveau de la pêche, on a une diversité d'espèces exploitées en Manche qui est beaucoup plus importante que celle de la mer du Nord. Hein. La mer du Nord, c'est une mer qui a été surexploitée. Et on a eu aussi un basculement de la production d'espèces qui vivent au niveau du fond, dont la morue, dont on parlait tout à l'heure. Mais il y a aussi des effets de changement du plancton dont s'alimentent les larves, qui sont aussi une des causes probablement de migration vers le nord de la morue. Donc c'est à la fois des masses mishmash qu'on appelle, c'est la disponibilité de proies par rapport quand les morues sont à l'état juvénile. Donc c'est bon, j'ai montré une relation toute simple entre l'évolution de la coquille Saint-Jacques et la température, mais ce que je voudrais quand même dire, c'est que c'est souvent multifacteur. Et c'est ça qui est difficile à voir. On dit c'est l'âge du capitaine par rapport à la vitesse du bateau. Enfin, on peut faire toutes des relations linéaires, ou pas linéaires d'ailleurs. Mais c'est cette notion que la mer est un milieu complexe et que souvent les effets, c'est pas un seul facteur, c'est multifacteur. Et c'est bien ça l'enjeu de nos développements d'activités marines en mer, c'est de voir comment une activité qui va se surapposer à d'autres va modifier aussi, apporter un nouveau stress, comme on appelle, un stresseur, comme appellent les Américains, un nouveau facteur. Et c'est ça le défi. On ne peut pas dire, bon, il y a du biphénol, effectivement, mais il y a une cause, il y a un effet, mais souvent les effets sont liés à plusieurs facteurs. C'est extrêmement difficile, complexe. Et donc, moi, je pense effectivement que ce qui a été observé ailleurs est transposable d'un point de vue général, mais de plus en plus au niveau de la science, on parle de cas par cas, c'est-à-dire que chaque localité a ses particularités qui font qu'on aura forcément des réponses qui sont particulières. D'où la nécessité d'avoir des études avant, des études pendant et des études après qui permettent de replacer les effets de cette activité nouvelle par rapport aux autres activités et par rapport au changement climatique. Merci monsieur. Sans plus tarder, je vous propose de commencer avec cette première table ronde. Donc, l'objectif de cette table ronde, c'est bien de traiter le sujet du recueil des données environnementales dans le cadre du développement de l'éolien en mer.